Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, ce n'est pas la formule du ministre de l'Intérieur qui fait débat, mais bien ce nouveau projet de loi sur l'immigration, le 21e depuis 1986 et les lois Pasqua, soit une loi tous les 18 mois en moyenne. L'exécutif vante son pragmatisme, régularisation des clandestins qui travaillent dans des secteurs en panne de personnel, comme la restauration par exemple, et durcissement des règles pour tous les autres. Arthur Delaborde, avec ce texte, la majorité cherche aussi à séduire la droite. C'est effectivement le pari du chef de l'État. Mercredi dernier sur France 2, il avait souhaité une alliance avec la droite. Il fait donc le choix d'occuper le terrain sur ce thème de l'immigration cher aux Républicains. Au vu des premières réactions, ils seront toutefois difficiles à convaincre, à l'image du député Éric Ciotti. Je crains que finalement ce texte ne soit qu'un vaste alibi pour aller vers une régularisation importante, voire massive, d'étrangers en situation irrégulière. Mais selon nos informations, pour rassurer les LR, Gérald Darmanin est prêt à faire des concessions, notamment en limitant le nombre de titres de séjour sur les métiers en tension à quelques milliers en instaurant des quotas. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur actuellement en cours d'examen, Gérald Darmanin a accepté hier un amendement déposé par Éric Ciotti pour augmenter le nombre de places dans les centres de rétention. Il s'agit de les porter à 3000 d'ici 2027 contre seulement 1850 aujourd'hui. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. On verra si cette stratégie peut séduire la droite. L'immigration de travail est au cœur du projet gouvernemental. Il y a aussi les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Elles recoupent des réalités très différentes. Europe 1 est parti ce matin à la rencontre d'un immigré devenu clandestin. Voilà, il s'appelle Fares, algérien. Il est arrivé en France il y a 6 ans pour suivre des études. À l'expiration de son visa étudiant, il est devenu clandestin. Difficile de travailler dans ces conditions, même quand il y a une forte demande dans les entreprises. Commence alors pour lui un parcours fait de haut et de bas. Delphine Schiltz l'a rencontré pour Europe 1 reportage. 3 mois de légalité, puis 69 mois jusqu'à ce jour sous les radars. Quand son visa expire en février 2017, Fares enchaîne les boulots pour survivre et rester. Sa logique, il lui faut 3 ans de présence en France et 24 fiches de paie pour régulariser sa situation. J'ai travaillé dans le déménagement, dans le bâtiment, dans le marché. J'ai travaillé 2 ans dans la restauration. J'ai signé un contrat CDI depuis le 2 novembre 2021, ça fait 1 an. 5 ans d'intégration sans être inquiété, quelques vérifications d'identité sans conséquence. Mais en septembre dernier, lors d'un simple contrôle routier, première garde à vue, résultat, une OQTF. C'était très dur. Tout ce que j'ai construit depuis 6 ans, d'un seul coup, c'est tombé. J'ai tout sur le territoire français. Grâce à son avocate, l'OQTF a été suspendu. Fares dit être en mesure dorénavant d'envoyer son dossier de régularisation dans les prochains mois en préfecture. Un reportage Delphine Schiltz et le projet de loi sur l'immigration sera présenté au Parlement début 2023. En attendant, Elisabeth Borne, la première ministre, déclenche le 49.3 pour la 4e fois dans le but de faire passer le budget. Nous devons agir, justifie la première ministre au moment d'engager la responsabilité du gouvernement. Réaction immédiate de la France insoumise avec le dépôt d'une nouvelle motion de censure. Et comme pour la précédente, LFI fera cavalier seul à gauche. Ses alliés de la NUP ont refusé de s'y associer. À l'étranger maintenant, la tension n'en finit pas de monter entre les deux Corées. Pyongyang a tiré 3 nouveaux missiles balistiques. Leur cible, la mer du Japon et des Sud-Coréens placés en état d'alerte. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 dans la région. Des chasseurs F-15 sud-coréens à la manœuvre et placés en état d'alerte alors que la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles ce matin en direction du Pacifique, dont un missile balistique intercontinental qui s'est abîmé en mer du Japon. Hier, la Corée du Nord avait lancé 23 missiles dont l'un est tombé tout près des eaux territoriales sud-coréennes. Séoul a riposté en tirant à son tour plusieurs missiles, mais pour Robert Kelly, chercheur à l'université de Busan en Corée du Sud, ce sera très difficile de mettre un terme à ces attaques nord-coréennes. Ils veulent un programme de missiles, ça c'est établi. Alors s'ils doivent continuer les tests, s'ils doivent les envoyer vers le sud ou vers l'est comme ils le font régulièrement, alors ils continueront. La prochaine étape pourrait être un essai nucléaire qui serait le 7e de son histoire et le premier depuis 5 ans. Le régime nord-coréen qui multiplie les démonstrations de force malgré les sanctions internationales. Paris comme Washington ont condamné ces tirs qualifiés d'irresponsables et Pékin, seul soutien du régime nord-coréen, appelle au calme.
Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Europe 1, il est 7h05. Vous vous souvenez sans doute de cette célèbre phrase de Jacques Chirac prononcée lors du sommet de la Terre en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. 20 ans plus tard, les militants pro-climat multiplient les opérations commando pour se faire entendre. Vous avez peut-être vu ces images d'activistes aspergeant de soupe des tableaux de maître, ou plus exactement la vitre qui protégeait l'œuvre. À Paris, certains tentent régulièrement d'entraver la circulation avant d'être chassés par des automobilistes excédés. Action coup de poing ou tentative désespérée d'exister médiatiquement. Alexis de la Fontaine est allé à la rencontre de ces activistes du climat. Reportage. Le feu passe au rouge, les militants se précipitent et collent une main pleine de glu sur le bitume, l'autre sur la banderole. Bruno, l'organisateur, justifie leur intervention. Notre but, en fait, c'est de militer pour que le gouvernement adopte la rénovation énergétique globale des bâtiments en France de manière efficace. Ce blocage fait partie d'un vaste plan de 50 actions à venir. Paralyser les routes et les aéroports, perturber des théâtres ou encore salir des toiles de maître. Des méthodes soutenues par la députée Sandrine Rousseau, présente en première ligne. Il y a une violence qui monte parce que c'est leurs conditions de vie qui sont en cause. Donc c'est normal que ça monte. Et aujourd'hui, plutôt que d'envoyer pléthore de gendarmes et de policiers pour intimider ces mouvements-là, écoutez-les. Au bout de 3 heures, les policiers délogent ces militants manu militari devant toutes les caméras. Un plan de communication parfaitement établi qui se reproduira prochainement dans Paris. Un reportage Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La Ligue des champions de football, Paris a gagné, mais Paris finit deuxième de son groupe. Oui, victoire de buts à 1 contre la Juventus. Au même moment, Benfica en inscrivait 6 contre Haïfa. Voilà les Parisiens deuxième. Ils ont pourtant réalisé une sorte de grand chelem, 6 matchs, 6 victoires. Alors pour le comprendre, il faut se pencher sur le règlement, Cédric Chasseur. Oui, pour la première fois de l'histoire, l'UEFA a utilisé l'alinéa G de l'article 17 pour départager 2 équipes à égalité de points, de buts marqués et de buts encaissés. C'est finalement sur le nombre de buts marqués à l'extérieur que le Benfica a fait la différence. Un scénario presque inimaginable pour l'entraîneur Christophe Galtier. Depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je vous parle souvent de la Champions League. Quand vous me parlez de la Champions League, je vous dis que c'est des choses irrationnelles. Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Voilà. La guigne semble encore frapper le PSG, maudit saison après saison sur la scène européenne, mais cela n'entame pas le moral de son capitaine Marquinhos, adepte de la méthode Coué. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici, il y a toujours un petit truc, mais voilà. Les autres équipes aussi ils vont penser Paris il est deuxième, il va falloir jouer le Paris. Et c'est ça, la Champions League c'est ça, c'est des grands matchs, c'est des grandes émotions. Le PSG va donc attendre fébrilement le tirage au sort des huitièmes de finale lundi, avec comme adversaire potentiel Manchester City, le Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Naples, Porto et le Bayern Munich qui, au jeu des probabilités, a une chance sur 4 de tomber sur le PSG. Voilà, une petite correction. Je voyais les Parisiens bien plus grands qu'ils ne sont. 4 victoires et 2 nuls, c'est leur bilan. Dans cette phase de la groupe de la Ligue des Champions, le tennis, surprise au Masters 1000 de Paris-Bercy, Rafael Nadal sorti d'entrée par l'Américain Tommy Paul. Eh bien, l'Espagnol ne s'est cherché aucune excuse. Nous sommes toujours prêts à trouver des excuses, mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. Si tu joues bien, tu gagnes. Si tu ne joues pas bien, tu perds. Voilà, c'est tout. Il a très bien joué. Il a eu une excellente année jusqu'ici. Donc, félicitations à lui. J'espère que si rien ne se passe d'ici là, je serai au Masters de Turin. C'est peut-être le dernier à mon âge. Je vais donc faire de mon mieux pour profiter de celui-ci. Voilà, Rafael Nadal avec Axel May. Qualification en revanche pour les huitièmes de finale des 2 Français, les 2 derniers du tableau, Gilles Simon et Corentin Moutet au bout de la nuit, 3h du matin. Corentin, effectivement, 3h du matin et il rejoue dès ce soir. Les 2 rejouent dès aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Flamand.